Pourquoi la zététique actuelle est-elle globalement l'ennemie de la pensée complexe et de l'esprit critique? Parce qu'elle est instrumentalisée pour défendre des intérêts industriels menacés par les progrès des sciences, desquels ces industries ont nécessité de brouiller les données et de faire en sorte, tant que faire se peut, que le public, les clients, ne s'intéressent pas trop à des questions menaçant leur profit, et que ce public ne soit pas même en mesure de pouvoir s'y intéresser. Mon analyse s'appuie sur les éléments suivants. Petit 1. Il existe des connexions fortes entre l'AFIS, l'Association française pour l'information scientifique, et les chefs de file de la zététique, et même d'autres vulgarisateurs scientifiques non liés à la zététique actuelle, en apparence. AFIS, dont un de ses ex-membres a claqué la porte quand ses collègues ont refusé de dévoiler leur conflit d'intérêts les mêlant à l'industrie agrochimique. Comme par hasard, les chaînes de zététique sont toutes pro-OGM privées et défendent le modèle à base d'intrants phytosanitaires. On parle souvent de novlangue aujourd'hui, en voilà un excellent exemple. Si la guerre c'est la paix, alors le biocide ça peut être la vie. On peut aussi trouver sur le forum rationalisme.org un long fil de discussion concernant l'AFIS. Les membres de ce forum, des rationalistes, avaient déjà identifié cette ouvrez les guillemets, association fermez les guillemets, comme un faux nez de lobby industriel, ce dès la fin des années 2000. Petit 2. Défense systématique des produits et intérêts des industries agrochimiques et pharmaceutiques, dont les profits dépendent en grande partie du business des brevets sur molécules de synthèse, et condamnation non moins systématique de tout produit et approche médicale ou agronomique ne pouvant offrir la possibilité de ce brevetage sur molécules de synthèse. Petit 3. Ignorance des données des sciences n'allant pas dans le sens des parts de marché de ces industries, mauvaise foi, paupérisme tordu, alors précisons, une pratique empirique dépourvue de théorie expliquant en détail son fonctionnement est effectivement irréfutable, puisque pas de théorie, mais elle n'en est pas pour autant inefficace. Ignorance de l'épistémologie, notamment en ce qui concerne la pensée de groupe en sciences, la structure des révolutions scientifiques, etc. Petit 4. Enfin, on peut écouter les propos d'un des chefs de file de la zététique actuelle, dont la chaîne YouTube est apparue à quelques mois d'intervalle en 2014 avec celle de Christophe Michel, Hygiène Mentale, et de François Morel, Primum non nocere. J'ai un peu de mal à y voir comme une coïncidence dépourvue de sens. Dans l'émission de la tronche en biais sur la maladie de Lyme, voilà ce que Thomas Durand dit à 1h37 minutes 22 secondes. Avis aux collègues vulgarisateurs, il y a un sujet où il y a besoin. Est-ce que les sociétés savantes peuvent embaucher des copains qui vivent de ça et c'est dur? Peut avoir des contrats pour faire des trucs comme ça? Ça faut demander On pense à vous, voyez. Bon. Il est imprudent de laisser la plèbe trop réfléchir et trop s'intéresser à des choses risquant de remettre en question les bénéfices des industries citées plus haut, ainsi que des consensus académiques. Inoculer de la désinformation et brouiller les capacités critiques du public, préférablement jeunes, et vu par ces industries et leurs cabinets de com, comme une simple autodéfense commerciale. Sacrifiant à la coutume spontanément générée sur YouTube quand des grosses chaînes font la promotion de petites, je souhaite la bienvenue aux spectateurs de Teddy Boy RSA s'étant abonnés à la mienne que je vais maintenant vous présenter. Je sais que votre communauté est assez intéressée par le développement personnel, aussi je disclaim ou dérevendique tout de suite. Vous ne trouverez pas dans ma production audiovisuelle de conseils personnellement éprouvés pour devenir la meilleure version de vous-même. Cependant, je peux quand même vous donner quelques pistes validées par le consensus de la broscience Internet. Jeûne intermittent ou prolongé, stage et pratique du Vipassana, contraction du périnée aussi appelé Kegels, TRE, Trauma Release Exercise. Si vous souhaitez vous engager sérieusement dans une quête métaphysique, la chaîne Supraconscience Réveillé Réveillon est faite pour vous, et son approche pragmatique, non dogmatique, rare et précieuse, est tout adaptée à une époque comme la nôtre, où les structures s'effondrent, et les sciences qu'elle conservait plus ou moins jalousement se révèlent. Si je parle du consensus de la broscience Internet, c'est parce que bien qu'étant personnellement un individu peu recommandable, dont il ne faut pas suivre les rituels quotidiens et encore moins la trajectoire socio-professionnelle, on peut dégager, à force d'observation des flux d'informations, des consensus parmi les pratiquants de différentes méthodes. Vous constaterez malheureusement que les formes de ma production audiovisuelle sont particulièrement indigentes, voire dégueulasses, mélange de paresse et d'anarchisme méthodologique, si j'osais cette pédante plaisanterie de gens épistémologues. Je suis né en 1974 et suis inscrit sur YouTube depuis 2006. L'approche que j'ai de ce média est sans doute assez différente de la vôtre. Ayant assisté au début de la démocratisation d'Internet, au tournant des années 2000, la différence est flagrante avant et après le 2.0, quand Internet a cessé d'être un espace plutôt anonyme et plutôt honnête dans ce que les utilisateurs y insufflaient, pour devenir une vitrine sociale où des personnes jouent à être ce qu'elles voudraient que les autres croient qu'elles sont. Avant Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, etc., les internautes ouvraient des blogs et s'y livraient comme dans une sorte de démarche thérapeutique. Les plus vieux d'entre vous se souviennent peut-être de la séquence 2003-2006, quand les blogspots tombaient en première page de recherche Google. Ainsi, n'importe qui postant quelques billets sur un sujet précis ou même assez vague attirait mécaniquement des lecteurs. Et l'anonymat, l'absence de façade sociale, autorisait les blogueurs à se livrer. Ces deux facteurs, 1. Un référencement efficace, remarque dû aussi au peu d'utilisateurs à l'époque, et 2. L'anonymat par défaut, ont encouragé les pionniers français de la relais numérique à publier des sortes de journaux intimes. En y repensant, cette époque était le premier âge d'or d'Internet, puisque les utilisateurs étaient alphabétisés, cultivés, voire érudits, honnêtes et spontanés dans leur communication. Rien à vendre, et pas de persona, pas de masque social à défendre.
Une conséquence plus ou moins malheureuse de cet accès à la publication instantanée, disponible pour tous du moment qu'on a accès à un ordinateur, et de la rareté des utilisateurs français à l'époque, a été que tout créateur de contenu au début des années 2000 se prenait pour un artiste. Un blogspot, un petit poème, une réflexion acide sur la société, une chanson avec un synthé qui fait poète, un clash avec un blogueur, un dessin, et voilà tout le monde pouvait se croire artiste, homme de la Renaissance polymathe, en fournissant aux quelques centaines de blogueurs français un contenu régulier. Voilà une des raisons pour laquelle ma chaîne YouTube est bordélique et informe. Elle est la continuation, visiblement, de l'esprit blogspot qui m'a tant séduit au début des années 2000. Ce développement présent me permet également de rendre hommage à cet âge d'or, ainsi qu'à toutes les personnes que j'ai eu alors la chance de rencontrer, virtuellement ou non. Sachant qu'alors la consommation outrancière du nouvel outil internet était surtout un loisir d'INTP, les INTP se rencontraient entre eux et s'entendaient évidemment bien. Même raisonnement pour les précurseurs des sites de rencontres, peuplés de geeks, freaks et de personnalités introverties à HQI ou THQI dirait-on aujourd'hui. Sans parler des fonctionnalités de ces sites. Qui se souvient des livres d'or de Spraydate? Chacun pouvait commenter sur le profil des inscrits, ce qui donnait fatalement lieu à d'hilarantes et homériques luttes verbales. Le public internet était cultivé alors. Dans un esprit très littéraire 19e, et ça donnait lieu également à des rencontres de groupe débouchant sur des échanges trollesques, mais 100% bon enfant. On était bien loin des smileys pourris, des 20 fautes par ligne et des boucheries Tinder. Je n'ai commencé à poster régulièrement des vidéos qu'en 2017, étant alors entré, comme tant d'autres, dans le YouTube game des Hangouts. J'ai tout d'abord trollé des salafistes, rencontrés sur des lives, mais ils ont rapidement disparu de ce public, ce qui est bien dommage quand même, ou justement parce que leur idéologie est une idéologie de mort et monstrueuse. Mais il faut préciser que le contrôle mental qu'ils subissent est beaucoup plus profond que chez les zététiciens. Ils ont donc davantage de circonstances atténuantes. Fort heureusement, la zététique 2.0 apparue vers 2014-2015 commençait son inexorable essor vers les sommets de malhonnêteté et de manipulation qu'elle atteint aujourd'hui. Et j'ai donc trouvé de nouvelles cibles faciles dans cette communauté de demeurés s'estimant dépositaires de la vérité avec un R majuscule à la fin. Voilà, grossièrement résumé, le comment et le pourquoi de cette chaîne. Vous y trouverez donc des vidéos légèrement travaillées portant sur la zététique, quelques débats avec des zététiciens, par exemple Mr Sam en 2019, Gigantoraptor, Aurélien Enthoven et Stardust en 2017, plus quelques no-names divers et avariés. Vous y trouverez d'autres vidéos ou live portant sur des sujets pas forcément, voire pas du tout en rapport avec l'ingénierie sociale de la zététique 2.0. Ingénierie sociale, rappelons-le, au service de lobbies industriels hypothéquant biens communs et santé publique au profit d'actionnaires privés. Je vous remercie pour votre attention et le temps consacré au visionnage de cette vidéo, et vous souhaite une très bonne fin de confinement.